Diriez-vous que tout n'est qu'apparence sur les réseaux sociaux quand on parle de sport? Non. 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 Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, diplômée d'une école de journalisme et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour une émission de société et d'actualité française. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ce projet de média indépendant et d'activer la cloche pour être tenu informé des sorties d'émissions. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez voir abordé. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Aujourd'hui, j'aimerais que l'on se penche sur une question qui nous touche toutes et tous. Dans un monde où l'image, la performance et l'apparence sont omniprésentes, comment les réseaux sociaux impactent-ils notre manière de pratiquer le sport ou encore notre relation à notre corps? Pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir trois invités. Nicolas Gass, psychologue spécialiste du sport et des études, et aussi préparateur mental, Axel, professeur de yoga, et Noémie, pratiquante de musculation et de danse. Je précise que lors du tournage, il y a eu un petit souci technique et ce n'est malheureusement pas le son de ce micro qui a enregistré l'émission. Je vous laisse tout de suite explorer ce sujet, comment les réseaux sociaux influencent la pratique du sport entre plaisir, performance et apparence. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toi. Plaisir. Diriez-vous que tout n'est qu'apparence sur les réseaux sociaux quand on parle de sport? Axel peut-être? Non. Non. Visuellement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on attend des hommes et des femmes? Je pense qu'on n'attend pas grand-chose. Je pense juste qu'on match avec des profils qui nous parlent. Mais je sais pas si on attend quelque chose, une esthétique particulière, des photos particulières, parce qu'il y a tellement de choses différentes qui se font que... Moi je pense que visuellement, justement, les personnes attendent beaucoup de voir un beau physique, puisque c'est lié au sport et si elles veulent s'identifier et faire ce sport par la suite, peut-être qu'elles voudront que les personnes aient un physique en tout cas musclé. Donc voilà. Nicolas? Alors moi je sais pas vraiment ce que les gens attendent, mais en tout cas je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes au niveau des physiques qu'on pourrait avoir. Très souvent sur Instagram on essaye d'avoir le physique parfait, en tout cas on voit très souvent ça et la réalité est tout autre. Donc après, ça tout à chacun en fonction des objectifs des uns et des autres, de ce qu'ils attendent. Et ben, pour aller à contre-courant de mes deux collègues, je trouve que ça se démocratise vachement plus, surtout ces dernières années, qu'on a tous les physiques qui peuvent faire du sport. Et je trouve qu'on le voit de plus en plus, et je pense que justement c'est quelque chose qu'on attend de d'accord, on n'a pas besoin d'avoir un six-pack pour faire du crossfit, si je vais vraiment dans les clichés, et je trouve que c'est peut-être ça qu'on attend un peu plus. Performance peut-il aller de pair avec plaisir? Oui. Ah oui, évidemment. Oui, bien sûr. Noémie et Axel, les réseaux sociaux ont-ils modifié la façon dont vous percevez et pratiquez votre sport? Donc moi je fais de la musculation depuis 5 ans. J'ai commencé très jeune, sans but particulier, juste pour faire du sport, me dépenser. Et donc je faisais de la danse avant. Et avec le lycée, je savais que j'aurais pas le temps d'avoir un horaire précis. Et je voulais avoir cette adaptabilité qui est offerte par la musculation, la pratique en salle. Et donc j'ai commencé au départ sans objectif. Donc les coachs de la salle ont commencé à me faire des programmes. Au début j'ai suivi sans vraiment y réfléchir. Et ensuite petit à petit j'ai commencé sur les réseaux sociaux, forcément les algorithmes sont bien faits. Donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de contenu lié à la musculation. Surtout pendant le confinement. Donc là je m'y suis vachement intéressée. J'ai fait des recherches sur la nutrition, le sport, la musculation, les différentes pratiques qui sont tout autour de la musculation, quoi. Et donc forcément oui, ça a modifié ma façon de voir ce sport-là, puisque à force, je me suis intéressée et donc toute ma vision a changé. Donc j'ai commencé à fonder des programmes moi personnellement sur ce que j'en ai appris et en me basant sur des contenus que je voyais sur les réseaux sociaux, donc ça a énormément influencé ma pratique. Axel? Alors moi j'ai double casquette parce que je suis professeure, donc c'est mon métier de yoga, et je suis aussi évidemment élève, donc j'ai une vision un petit peu différente. J'ai le côté professeur où c'est par là que je récupère des élèves, donc forcément j'ai tout mon travail qui m'oblige à poster régulièrement, donc j'ai cette casquette là. Mais si tu me demandes vraiment en tant qu'étudiante du yoga, pas vraiment, parce que ça fait 14 ans que je fais du yoga, donc
c'est pas que ça avait pas explosé, mais le yoga, ça a été vraiment, en France en tout cas, c'était vraiment pendant le confinement, il y en a eu partout. Et là, on en a beaucoup vu. Et moi, ça faisait déjà tellement longtemps que je pratiquais, que moi, pas vraiment, pour le coup. Toujours Noémie et Axel, est-ce que vous ou des personnes de votre entourage ressentez une pression à cause de l'image de la femme et des attentes qui en découlent, véhiculées sur les plateformes comme Instagram, TikTok et autres? Alors oui, moi j'ai eu beaucoup d'échos d'amis à moi qui sont complexées par leur corps, justement parce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Elles ont l'impression que donc, toutes les personnes qu'elles peuvent voir ont ce physique parfait, ce summer body comme on a beaucoup entendu parler. Et donc elles perdent de vue la réalité aussi, qui est que tout le monde n'a pas un corps très musclé, très esthétique. Et que le but c'est quand même d'être en bonne santé, et le sport c'est avant tout pour être en bonne santé et pour se dépenser et pour lutter contre la sédentarité. Et donc il faut se sentir bien dans son corps avant avoir cette image du corps parfait qui en plus est très subjectif. Donc voilà. Moi je pense qu'il y a toute la case au début du réseau social quel qu'il soit, et en fait après il y a quand on vient dans la salle de sport, quand on ouvre la porte du studio de yoga et qu'on voit que tout le monde est différent, et en fait à ce moment là ce qui est important c'est vraiment les gens ils déconnectent quand ils sont sur leur tapis, quand ils sont sur les machines, quand peu importe ce qu'ils font, quand ils vont courir ou n'importe quoi, ils se déconnectent, et donc à partir de là ils se disent ok j'avais peut-être une pression mais dès que je suis dans la vraie vie, et ben les gens ils sont tous différents, il y en a qui galèrent sur certains trucs et ça fait relativiser beaucoup. Donc dépression, de toute façon les femmes ce serait un grand sujet, mais il y en a sur vraiment plein d'aspects, mais je pense que dès qu'on va dans la pratique et dès qu'on rentre dedans, on se rend compte que on est tous pareils, on galère tous sur les mêmes choses, et que il y en a peut-être au début, mais je pense qu'à partir du moment où on pratique, ça va beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que mes élèves me disent, tu vois, c'est des choses bêtes, mais j'ai des élèves qui disaient qu'elles pouvaient pas venir au studio sans être maquillées, tu vois. Et au fur et à mesure, quand elles ont vu que moi j'étais 99% du temps pas maquillée, elles se disent ah bah en fait je m'en moque, je me sens bien dans l'endroit où je pratique, donc du coup c'est bon. Donc sûrement au début et sûrement sur plein d'autres aspects malheureusement, mais je pense que dès qu'on est dedans, ça va beaucoup mieux. Mais je pense que ça peut aussi faire peur quand tu vois, pour le yoga ou pour plein d'autres sports, quand tu vois les postures parfaites sur Insta, peut-être que tu dis j'y arriverai jamais, mais dès que tu fais le premier pas, ça va beaucoup mieux. Et c'est que je vous posais la question toutes les deux, parce qu'il y a des études, des statistiques qui démontrent que les femmes sont le plus touchées par les exigences des dictats de la beauté en fait, et leur santé mentale empathie selon les études plus que les hommes. Il y a aussi pas mal de victimes de body shaming sur les réseaux sociaux, donc c'était pour savoir en gros si vous avez été victime ou non, ou des personnes de votre entourage ont été victimes de body shaming. Pour revenir là-dessus, il y a aussi le côté des hommes qu'on oublie beaucoup, mais dans la pratique du yoga en tout cas, maintenant c'est beaucoup de femmes qui pratiquent, et il y a aussi ce truc de oh mon dieu je me retrouve au milieu de gonzesses et je vais pas pouvoir pratiquer et tout, et moi je suis très contente d'avoir un tiers de mes élèves c'est des hommes, et en fait il y a aussi des pressions des deux côtés dont on parle pas forcément, mais vraiment c'est important de dire en tout cas pour le yoga venez faire des cours, c'est important, c'est pour vraiment tout le monde. Je viens la semaine prochaine si tu veux. ce soir il y a cours. Je travaille désolé. Est-ce que vous postez des photos de vos performances sur les réseaux, ou est-ce que vous préférez garder votre pratique comme quelque chose de personnel? Alors oui, moi j'en poste, pas très régulièrement, mais c'est vrai que ça me fait, en fait personnellement ça me fait plaisir d'après avoir un recul, parce que c'est souvent par les photos, les vidéos qu'on se rend compte de notre évolution, parce que c'est quelque chose qui est très lent et très progressif. Encore une fois, si j'étais pas prof, je pense que je le ferais pas. Là je le suis parce que tu vois, ça va être la posture du mois, ça va être tu vois, des choses comme ça. Mais moi je pense que si je pouvais ne pas avoir les réseaux, je les aurais pas. C'est vraiment pour mon côté travail. En plus là on en a monté un autre parce que maintenant on fait yoga et boxe thaï, donc c'est encore tout autre chose où ouais, on a encore un compte en plus, mais je sais que c'est important, et puis je sais qu'il y a plein de gens qui, parce qu'ils me voient et ils se sont dit bon bah si elle y arrive, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, donc il y a plein de choses où c'est important pour les élèves, c'est important de manière générale de désensibiliser les gens à tous les clichés que le yoga, parce que mon dieu il y en a tellement, donc je poste aussi en expliquant que le yoga c'est pas juste des postures, c'est pas juste tout ça, j'essaie aussi de faire un petit peu, tu vois, de mettre un petit peu de sauce de philo, de yoga là-dedans, parce que c'est super important, mais ma pratique à moi personnelle, non, tu vois, je vais mettre des postures, ok c'est ça qu'on va travailler, mais
Je poste très rarement, que ce soit muscu ou perso, c'est très très rare. En une dizaine d'années de musculation, si c'est maximum 10 photos qui sont déjà même plus sur mes réseaux, je les ai déjà supprimées depuis longtemps. Par contre, ça peut m'arriver de faire des stories éphémères. S'il y a une performance sympa, par exemple, je sais qu'il y a 4 ans j'avais couru un semi-marathon, j'étais content, bon, je l'ai mis celle-là, mais c'est vraiment des choses, c'est très rare, quoi. C'est vraiment à l'occasion, quoi. Et si j'y pense. Et donc Nicolas, qu'est-ce qui ressort de tes consultations, notamment chez les moins de 30 ans, parce que c'est celles et ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux, même les moins de 40 ans, je veux dire, en fait, maintenant. En termes de pression et d'impact des réseaux sociaux sur leur pratique sportive et leur estime de soi, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai que sur les moins de 30 ans, parce que c'est aussi un public, une patientèle que j'ai vraiment en dominance aussi actuellement, je ressens quand même beaucoup de pression liée justement aux stéréotypes et justement aux préjugés, au physique parfait qu'on a évoqué aussi tout à l'heure en début d'entretien. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour des problèmes de dysmorphobie, par exemple. Ça va être d'être obsédée ou d'avoir une lubie en fait sur un défaut qui est soit réel, soit fictif en fait. Et du coup, ça va créer de la détresse psychologique très forte chez la personne. Et donc, cette personne va être sans cesse en train de regarder, de faire tout pour justement pallier à ce défaut qui est là ou non en fait, et va avoir du mal. Défaut physique. Voilà, c'est uniquement physique. Et donc là, on va être sur un trouble psychologique et qui derrière peut découler sur une dépression. Ça peut aller plus loin que ça, bien évidemment. Donc ça peut être passager, comme ça peut vraiment durer vraiment assez longtemps. Est-ce que les réseaux sociaux, ça a accentué tout ça? Alors en fait, c'est là où ça va être un peu compliqué pour moi parce que de par mon expérience qui est assez récente, effectivement, moi je suis né avec les réseaux sociaux, donc forcément je le vois comme ça. Et aussi avec la démocratisation du sport aussi aujourd'hui, donc on est plus, là je parle quand même plus de fitness, de manière générale, de tout ce qui est autour de la musculation, du crossfit, aussi peut-être avec le yoga peut-être. Et c'est vrai que avant ça l'était aussi, mais c'était un peu plus caché. Les gens ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas forcément mettre un mot sur cette problématique-là. Okay. Et là aujourd'hui ils le savent, ils arrivent eux-mêmes à s'informer un petit peu, alors parfois c'est un peu brouillon, mais en tout cas ils arrivent à mettre un mot là-dessus et parfois c'est important pour comprendre les choses et avancer en fait, et reprendre le fil justement de sa vie et se reprendre en main. Mais c'est vrai qu'on entend vraiment souvent parler. C'est à double tranchant en fait, ça a accentué cette notion de plus se comparer peut-être et de faire des fixettes sur son physique. Et du coup ça a aussi permis de sensibiliser en fait sur des problématiques de santé mentale par exemple. Oui, alors le problème c'est que les gens sont moins intéressés par ça et du coup vont moins aller chercher ça. C'est vrai que ce que les gens ont tendance à regarder c'est les performances généralement, c'est les choses sur lesquelles ils peuvent se dire moi j'aimerais bien faire ça. Et c'est vrai que la sensibilisation, alors elle est quand même certes de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, il y a des médias qui en parlent beaucoup aussi, mais c'est vrai que c'est pas, si moi quand je demande à mes patients est-ce que eux s'intéressent vraiment à ça, bon c'est pas vraiment forcément leur cam, donc oui il y a plus de sensibilisation, pas assez, il devrait peut-être en avoir un petit peu plus dans les clubs de sport. Enfin, c'est vrai que quand la musculation en salle de sport, on est livré un peu à nous-mêmes, on arrive là-bas, il y a plein de gens, on sait pas, on peut faire tout ce qu'on veut, mais justement on fait ce qu'on veut et parfois on va chercher ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec cette personne qui avait ce fameux summer body dont on parlait. Est-ce que c'est vraiment adapté à soi? Est-ce que c'est aussi mes objectifs? Alors qu'en fait c'est pas forcément les objectifs de la personne mais plutôt ceux de la personne qui l'a vu sur les réseaux. Donc en fait, c'est un sujet très complexe, en fait. C'est multimodal. Mais il y a aussi du positif avec les réseaux sociaux, parce que derrière, ça peut aussi motiver certaines personnes. Il y en a à l'inverse, ça va faire l'effet inverse, mais il y en a qui vont vraiment être motivés par ça, et ça va créer du dépassement de soi, ça va créer des nouvelles passions pour les gens aussi. Et puis donc il y a du bon et du moins bon, comme pour tout. C'est important du coup, effectivement, donc elles découvrent des nouveaux loisirs, des nouveaux sports sur les réseaux, et après à eux de façonner leur personnalité, et justement c'est grâce justement au réseau que derrière ils vont se forger leur propre personnalité et leur vie après pour le futur. Donc ça aide vraiment énormément là-dessus, et ça aide aussi à la visibilité des plus petits sports aussi. La dysmorphophobie, avant on n'entendait pas autant parler, donc maintenant grâce au réseau on a pu poser un mot là-dessus, et plus de monde est capable de poser ce mot-là justement, et plus de monde est au courant de ce que c'est. C'est vrai.
Maintenant que l'on a parlé de l'influence des réseaux sociaux sur la relation que l'on peut avoir avec le sport, il est intéressant de voir comment cela a aussi transformé les pratiques sportives en elles-mêmes. Noémie, comment as-tu commencé à pratiquer la muscu et comment pratiques-tu aujourd'hui? J'ai commencé donc, grâce à des coachs sportifs qui m'ont expliqué, bon c'est leur métier, donc ils m'ont guidée pendant mes premiers mois de pratique, peut-être pendant 3-4 mois. Et ensuite, donc j'ai commencé à m'y intéresser par moi-même, donc sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai réussi déjà à plus définir un objectif et ensuite à apprendre un petit peu de ce que je voyais partout en fait. Et donc aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais, mais bon, je dirais que j'ai moins besoin d'aller chercher l'information puisque j'ai plus de connaissances dans le domaine et j'ai mes propres exercices, je sais quoi faire. Et toi Axel, comment as-tu commencé à pratiquer le yoga et comment pratiques-tu aujourd'hui? J'ai commencé parce que j'étais une enfant hyperactive, donc j'ai commencé il y a très très longtemps, ça s'était mal passé parce que j'étais beaucoup trop petite pour ça. Mais après j'y suis revenue mes premières années de fac, donc c'était il y a 14 ans. Et du coup j'étais pas du tout sur l'aspect réseaux sociaux, c'était vraiment tout de suite dans une salle en yoga et tout, donc j'étais en train de réfléchir à ta question. En fait, la seule chose que ça a modifié dans ma pratique, c'est que ça m'a permis de découvrir des professeurs formidables et ça m'a permis du coup de faire des formations formidables et du coup de devenir prof. En fait, je suis passée d'élève à prof grâce au réseau entre guillemets, tu vois, mais sinon ça n'a pas changé grand chose parce que j'étais toujours dans des salles, tu vois, j'étais toujours dans des studios, j'ai jamais copié quelqu'un. Axel, toujours. Qu'est-ce que tu constates chez les personnes qui prennent des cours avec toi? Est-ce que tu sens que les réseaux sociaux ont permis au yoga de se démocratiser ou au contraire, est-ce que les réseaux sociaux ont alimenté des malentendus sur ce qu'est réellement le yoga? Je pense que le yoga avait des clichés bien avant les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a le cliché de la souplesse et de je reste assise et je médite, c'est ça le yoga. C'est pas que ça en fait partie. Avec moi, j'ai de la chance que ce soit beaucoup du bouche à oreille. Donc en fait, ils savent à peu près où ils mettent les pieds, ils sont toujours surpris parce qu'ils ressortent en transpirant et ils s'y attendaient pas. Mais l'influence que ça a pu avoir, c'est des jolies postures et j'aimerais bien faire ça. Mais comme je dis tout le temps, peu importe la porte par laquelle on rentre, dans du yoga, dans une salle de muscu, peu importe où, chez un psy, ce qui compte c'est qu'on fasse le premier pas et après on va découvrir plein de choses auxquelles on s'attendait pas. Est-ce que ça, les réseaux sociaux ont modifié ça? Je sais pas. Je pense que ça a permis une ouverture. On s'est dit ok, le yoga ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, j'y vais pour ça ou pour ça. En parlant de l'évolution des pratiques sportives, une tendance de plus en plus marquée est celle des pratiques non encadrées via Internet. Selon le baromètre national des pratiques sportives 2024, la pratique dans une structure progresse de 2% par rapport à 2018. Mais la pratique non encadrée via des vidéos YouTube, Instagram, des applications, des cours à distance progresse, elle, de 4%. Par contre, la pratique totalement autonome, sans support numérique, est à son plus bas niveau depuis 2018, moins 7%. Noémie, les pratiques non encadrées via Internet ont donc progressé de 4% en 2024. Est-ce que tu penses que cette évolution est due à la popularité des réseaux sociaux et de ce qu'ils permettent de faire, des échanges de tips, etc. Et quelle place ça prend, toi, dans ta pratique? Moi, je pense vraiment que les réseaux sociaux ont eu une influence là-dessus, sur donc, cette pratique non encadrée, puisque donc on voit des personnes qui ont énormément d'abonnés, énormément de personnes qui les suivent, qui montrent leurs résultats aussi, donc c'est très motivant. Et donc les personnes se disent bon, pourquoi payer pour, par exemple, un coach sportif, pour rentrer dans un club et avoir un entraîneur, alors qu'on peut faire ça gratuitement depuis chez nous sur des plateformes. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui a explosé pendant le confinement, parce que forcément pour le coup on n'avait pas le choix que d'être autonome. Voilà, tous les jours j'apprends sur les réseaux sociaux et donc c'est quelque chose que je fais depuis pas tant de temps que ça, mais je me suis mise à commenter en fait du contenu et à poser des questions tout simplement quand je trouvais intéressant un contenu ou ce que disait quelqu'un mais que je voulais que ça aille plus loin. J'ai posé des questions et très souvent en fait tous les internautes qui regardent les commentaires sont contents d'apporter leur expertise. Et je trouve que c'est un moyen de tous se tirer vers le haut. Je pense que ça a été très bénéfique pour la santé mentale, je sais pas ce que tu en penses, mais pendant le confinement. Mais les gens en reviennent beaucoup, en tout cas en yoga, les gens ont besoin de se retrouver dans un studio, de faire des choses ensemble, de sentir
qui sont soutenus quand ils galèrent sur un truc et ils aiment bien se retrouver. Ça fait partie de l'appartenance au groupe, Oui. donc ça c'est important de se sentir dans un groupe, on a besoin de ça fait partie des besoins physiologiques, on en a besoin, et donc dans le sport on a besoin sur les réseaux sociaux d'appartenir au groupe dans lequel l'activité qu'on puisse faire, donc si c'est de la muscu, c'est du yoga, peu importe ce que c'est, et donc ça peut commencer sur les réseaux sociaux en commentant comme ça, puis après on peut justement se rencontrer en physique à la salle de sport, et puis voilà, et puis après ça crée des amitiés et plus, et puis voilà, donc oui c'est important. Le numérique c'est bien pour plein de choses et c'est pratique pour plein de choses, mais je pense que l'humain a besoin d'avoir un humain en face, parce que ça, je sais pas, il y a de la chaleur, il y a autre chose qui passe, qui reste important. Des vidéos en ligne qui certes rendent l'exercice plus accessible, mais elles n'offrent pas le même encadrement qu'un coach en personne. Donc là c'est vraiment adressé à tout le monde cette question. Est-ce que cette pratique sans supervision directe, elle pourrait favoriser des blessures à cause de mauvaise posture ou d'un manque de connaissance du corps, de ses limites, etc. Oui, pour moi, alors les vidéos, c'est comme tout, c'est du bon et du moins bon. Et par exemple, une vidéo d'un exercice de musculation peut être très bien adaptée pour une personne et son physique, et à l'opposé, être totalement délétère pour une autre personne. Et donc, ça peut causer des blessures. Et ça, c'est la plus grosse problématique des réseaux, avec aussi justement que tout le monde puisse aussi donner son avis, et donc vu que tout le monde donne son avis, tout le monde n'est pas expert. Justement par rapport à ce que tu viens de dire, sur les réseaux il y a des personnes qui s'improvisent coach ou même diététiciens, diététiciennes sans formation adéquate. Quels sont les dangers de cette situation, à la fois pour les pratiquants et les pratiquantes, et pour les personnes aussi qui s'improvisent experts ou expertes? Déjà je suis 3000% d'accord avec ce que Nico vient de dire, vraiment. Même si ça a un coût, ça vaut le coup d'être encadré par des gens qui ont une formation, parce que des gens qui se sont blessés au yoga et qui ont des séquelles, le dos, les articulations, moi j'en vois quasiment tout le temps. J'ai commencé chez moi et en fait je me suis fait mal, donc je me suis dit que c'est mieux de venir dans un studio. Faites l'inverse en fait. Faites quelques années, peu importe le domaine, faites quelques années, quelques mois encadrés pour apprendre à vous connaître, et après, ça vaut le coup en fait d'investir dans sa santé. Moi je le dis tout le temps, le corps vous en avez qu'un, c'est votre véhicule jusqu'à la fin de la vie, donc vraiment ça vaut le coup d'investir dedans. Alors déjà pour les coachs, c'est la loi déjà tout simplement, donc s'ils se font attraper, forcément derrière il y aura des répercussions. Et puis après pour les pratiquants, c'est que ils vont payer une personne qui n'a pas forcément les compétences, donc ils vont investir de l'argent, du temps, aussi leur santé aussi, parce que voilà, si on leur fait faire des choses par une personne qui ne connaît rien, moi j'y connais rien en yoga, je vais pas donner un programme à une personne pour faire du yoga, parce que il y a trop de risques. Gros warning là-dessus, faut faire attention. Il y a des diplômes, alors ok, le diplôme ne fait pas forcément tout, des gens qui ont 40 ans d'expérience, ok, mais voilà, attention quand même, on surveille, et puis on se renseigne, et puis c'est bien, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est d'aller voir plusieurs sources aussi, de s'informer vraiment pas que sur une seule personne, c'est vraiment d'aller voir un petit peu partout. Au-delà de l'accès au sport, les réseaux sociaux impactent aussi notre manière d'appréhender la performance, donc on en parlait au tout début d'émission brièvement, mais est-ce que la performance va de pair avec le plaisir? Donc parlons maintenant de cet équilibre souvent difficile à trouver entre la recherche de performance et le plaisir dans la pratique du sport. Noémie, en pré-interview, tu m'as dit que tes objectifs en musculation ont évolué, passant de l'affinement du corps à un objectif de développement musculaire. Est-ce que selon toi, la quête de performance est plus liée à la recherche d'esthétique ou à un véritable désir de devenir plus forte? Alors, moi, du coup, j'ai pas du tout commencé dans un but esthétique. Okay. C'était vraiment dans un but de me dépenser. Vraiment, c'était ça mon objectif. Et après, les objectifs physiques sont venus petit à petit. Si on en revient aux réseaux sociaux et pas à mon expérience personnelle, j'ai l'impression, après c'est selon ce que je vois, que beaucoup de personnes se lancent, en tout cas dans la musculation, vraiment pas pour la performance, et vraiment pour l'esthétique. Enfin, ça n'a jamais été ma vision des choses. Moi, ça a toujours été pour faire du sport et me dépenser pour ma santé. Et ensuite, c'était au niveau des performances et toujours lié quand même à un petit objectif physique. Mais ça, c'est jamais devenu une obsession. Physique, c'est plutôt en termes de muscles et de entre guillemets force. C'est pas forcément lié à l'esthétique. Non. Okay. La performance et le plaisir peuvent-ils coexister dans la pratique du sport, ou est-ce que la recherche de performance nuit-elle au plaisir? Ça cohabite. Souvent ça va ensemble, en plus quand on commence à prendre du plaisir, tout se suit, donc je pense qu'il y a eu justement sur les réseaux sociaux, il y a eu un gros travail de fait
attention, le sport, c'est pas que l'apparence, c'est pas que tout ça. Et je pense que tout ça, c'était vrai il y a quelques années, mais j'ai l'impression que là, il y a eu un gros travail sur les physiques des sportifs en général, sur tout ce qu'on peut trouver dans le sport et que c'est pas juste quelque chose d'esthétique. Je crois qu'à un moment donné, tu m'as dit que tu avais hésité à faire de la compétition en musculation, mais que finalement, tu as décidé de pas en faire par peur justement de perdre le plaisir. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette partie? Oui, exactement. À un moment, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi pas faire de la compétition. En tout cas, je m'y suis intéressée. Après, j'ai eu peur justement de perdre tout le plaisir lié à la pratique et que ça devienne une obsession justement et que ça devienne beaucoup de comparaison en fait et que ça devienne un stress alors que justement moi c'est vraiment quelque chose, enfin le sport, c'est ce qui permet de me détendre. Nicolas, comment d'un point de vue psychologique, la quête de performance, souvent amplifiée par les réseaux sociaux, peut-elle affecter la capacité des gens à prendre du plaisir dans l'exercice physique? Justement, Noémie, elle a utilisé le mot obsession tout à l'heure, et ça, moi, je l'entends aussi dans les consultations. Les gens s'enferment et s'isolent un petit peu plus et sont très obnubilés justement par cet objectif-là. Et donc, il y a une barrière justement à ne pas franchir quand on a des objectifs de performance. Et il y a aussi quelque chose où il faut faire attention, c'est qu'avec les réseaux aussi, on voit des sportifs professionnels et nous, on est amateurs. Et il faut faire aussi la différence entre les professionnels qui sont payés pour ça, c'est leur vie, ils font ça pendant 10-15 ans et après on ne les voit plus parce qu'on ne sait pas dans quel état ils sont, parce que c'est des gens qui mettent leur corps à rude épreuve. Et nous, je répète, on est des amateurs, normalement on ne cherche pas ça. Donc il faut faire attention aussi à toujours avoir des objectifs qui soient réalistes pour les gens. En fait. Comment aider les personnes alors à retrouver un certain équilibre dans le plaisir de leur pratique? Travaille sur les loisirs, moi j'utilise beaucoup ce terme-là, donc les choses qui font plaisir aux gens déjà, et on travaille justement à savoir si est-ce que la pratique de ce sport-là continue à apporter du plaisir ou non à cette personne. Et après, on va essayer de voir est-ce que c'est peut-être cette pratique-là du sport qui ne lui plaît plus, c'est les objectifs qui sont peut-être aussi à réévaluer, parce qu'en fait les objectifs ont changé, on change, on évolue aussi dans la vie. Donc c'est un travail mental de restructuration cognitive où on essaye de modifier un peu la perception de la personne en fait sur sa vision du sport. Si la quête de performance occupe une grande place sur les réseaux sociaux, il en va de même pour l'image corporelle. Nous vivons dans une société de l'image où la recherche du corps idéalisé est omniprésente, mais cette recherche est-elle saine et quelles conséquences cela entraîne-t-il tant sur le plan physique que psychologique? Noémie, tu m'as dit que sur les réseaux sociaux, certains ne mettent en avant que l'apparence physique avec des objectifs précis, exemple les fesses et les abdos souvent chez les femmes, et non la pratique sportive en elle-même. Pourquoi cela te dérange-t-il? Moi, ce qui me dérange, c'est le fait d'avoir des personnes qui risquent de se démotiver et se dire bon, la musculation c'est pas fait pour moi parce que au bout de 2 mois ils n'ont pas de résultat et qui se démotivent sur quelque chose qui aurait pu leur plaire. Et c'est ça que je trouve dommage, donc de partir dans cette idée-là d'un objectif physique et donc de pas voir l'intérêt du sport pour ce qu'il apporte autre que le physique. Nicolas, ces images de corps parfait, souvent retouchées et donc idéalisées, peuvent générer un décalage important entre la réalité et la perception de soi. D'un point de vue psychologique, comment expliquer l'impact de cette quête du corps parfait ou de la performance sur l'estime de soi et sur la santé mentale des pratiquants et des pratiquantes? Ouais, ça c'est un sujet très complexe effectivement parce que moi aussi je reçois des patients qui ont justement eu ce décalage là entre la réalité et justement la fiction avec les réseaux sociaux et c'est des gens qui peuvent être en détresse psychologique parce qu'ils ne comprennent pas. Le problème c'est en fonction de jusqu'où c'est allé dans leur tête, dans le décalage entre la réalité et la fiction. Et ça peut aller encore plus loin, ça peut aller sur des troubles alimentaires comme la boulimie, l'hyperphagie, voilà, j'en passe. Là on est vraiment sur des cas un peu extrêmes, voire anorexie mentale. Il y a des applications qui permettent de surveiller sa santé, le nombre de pas effectués par jour, son rythme cardiaque ou encore les calories brûlées. Ce centrage autour des pratiques sport-santé donne lieu à une forme de contrôle et de surveillance des corps. Nicolas, n'y a-t-il pas là un risque d'adopter un comportement addictif au culte du corps, au sport, à la performance? La problématique du stalkage justement de la santé, ça aussi c'est important. Le souci de ça, encore une fois, c'est que ça ne devienne pas obsessionnel. C'est comme tout, c'est une question de curseur. Il
faut savoir doser là-dedans et pourquoi je fais ça aussi. Pourquoi j'ai besoin de savoir combien de pas je fais, ça me sert à quoi, qu'est-ce que ça m'apporte en fait finalement dans mes objectifs de performance, esthétique, enfin peu importe. Il y a un problème aussi derrière de marketing aussi, les gens se font vraiment attraper par ça. Et derrière, il y a des problématiques, encore une fois, de retour à la réalité qui peuvent être difficiles pour les gens. Et encore une fois, c'est un gros travail d'éducation. En 2022, la marque ASICS a mené une étude sur les effets des réseaux sociaux sur la pratique du sport. Selon cette étude, 49,7% des Français et des Françaises ne se sentent pas à l'aise avec leur propre corps après avoir vu des photos de transformation physique. Et 66% des Français et des Françaises se sont démotivés après avoir vu des photos de transformation corporelle. Les réseaux sociaux semblent jouer un rôle dans la démotivation des gens pour pratiquer du sport. Certaines personnes abandonnent à cause de cette comparaison avec d'autres sur les réseaux. Que conseilles-tu à ces personnes qui se sentent découragées par tout ça? Il faut éteindre le téléphone. Non, c'est un conseil, hein. Mais non, en fait, il y a deux grosses problématiques là-dedans, c'est le culte de l'image et aussi la validation sociale. D'être aussi dans ce groupe-là, avec encore une fois l'appartenance au groupe, la validation en fait, d'être dans le groupe, de poster ou en tout cas de commenter. Et il y a des gens qui vont être trop dans ce jeu-là et ça va vite déraper. Et pour le culte de l'image, c'est pareil, justement, ça peut être deux choses, ça peut être essayer de ressembler ou alors essayer d'avoir une validation avec des likes, des commentaires, des vues aussi sur les vidéos. Et donc les conseils qu'on a à donner à ces personnes-là, déjà, c'est de savoir qu'est-ce que ça leur apporte de faire ça, est-ce que ça leur apporte plus que ça leur fait perdre des choses. Et on peut aussi faire d'autres choses en 5-10 secondes, des activités de substitution. Ça peut être d'avoir quelque chose à écrire, des pensées, ça peut être du dessin, de l'écriture, de tout et n'importe quoi, une autre passion, de la musique aussi. Et c'est essayer pour certaines personnes un petit peu de hacker le cerveau et de lui faire autre chose en fait. Et au fur et à mesure, le cerveau va s'habituer à ça et peut-être que ce problème-là des réseaux va passer un petit peu à la trappe petit à petit. Sur les réseaux, on regarde les photos, mais on lit finalement rarement les descriptions. On parlait tout à l'heure de la notion de temps. On voit souvent le avant-après et les gens généralement mettent en description 6 mois. Voilà, ils expliquent, Ouais, j'ai mis 6 mois, j'ai mis bien 6 sûr. ans, mais on est peu à lire les descriptions finalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela peut créer une pression, notamment chez les personnes qui cherchent à atteindre rapidement des objectifs type six-pack par exemple? Donc six-pack, depuis tout à l'heure on en parle, mais pour ceux qui savent pas, c'est des tablettes de chocolat, les abdos. Effectivement, les gens ne lisent jamais les descriptions, c'est pour ça que moi je me suis mis à faire des vidéos, en fait, tout bêtement, parce que sous des postures de yoga que je trouvais cool, j'écrivais tout un tas de trucs qui avaient en rapport avec la philosophie du yoga et je vois que tout le monde s'en moque. Donc du coup maintenant je fais des vidéos où je parle de la philosophie du yoga. Ouais, pour le coup en yoga je pense pas que ça mette une pression, c'est juste... Après peut-être que je suis un peu bisounours parce que quand je vous écoute depuis tout à l'heure je me dis non mais moi je me dis juste ça, c'est que tu vois si moi je vois ça je vais pas me sentir rabaissée, je vais dire c'est cool pour la personne, tu vois. Je vais avoir plutôt cette démarche là parce que aussi moi j'ai toujours pris les réseaux dans ce qu'ils avaient de plus positif. Donc c'est-à-dire que si je vois des transformations cool, je vais pas me dire oh mon dieu moi j'ai pas le six-pack, je vais me dire trop cool pour la personne, tu vois, je vais avoir vraiment cette démarche là et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont là-dessus. Peut-être que ça démotive de voir ok il y a un an j'étais incapable de faire un grand écart, maintenant je le fais. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt source de motivation de se dire ok la personne a réussi, peu importe le temps qu'elle a mis. Moi j'ai l'impression que ça peut être plutôt source de motivation de se dire bon voilà cette personne qui me paraît lambda a pu le faire donc pourquoi moi j'y arriverai pas, peu importe le temps que moi ça me prendra. Avec internet on est quand même habitué à avoir entre guillemets tout de suite, avoir des résultats et rapidement. Quand ça m'arrive d'avoir des élèves qui viennent en me disant en combien de temps je fais un grand écart, je dis peut-être jamais, et est-ce que c'est important? Tu vois, est-ce que c'est important au final? Ce qui compte c'est que t'essaieras, t'échoueras peut-être, t'apprendras quelque chose, t'essaieras, tu réussiras, t'apprendras quelque chose. Je dis peut-être jamais, et est-ce que c'est important? Oui ou non, et puis du coup on en discute, et puis du coup tu vois tout de suite ça amène à autre chose. Et je pense que les gens qui disent en 3 semaines, ils te mentent, parce qu'ils te connaissent pas, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes bien plus sages que nous qui ont dit que ce qui comptait c'était le chemin, et c'est vrai. Ce qui compte c'est tout ce que tu vas apprendre en essayant de faire ton grand écart. Peut-être qu'à la fin tu l'auras, peut-être que tu l'auras pas, et c'est pas important. En vrai c'est pas important. Pour moi, en fait, cette histoire de temporalité sur des transformations physiques, par exemple, je trouve que ça a plutôt un impact positif, en tout cas sur moi ou en tout cas mon entourage aussi.
parce que justement ça motive à se dire voilà, cette personne a réussi en tant de temps, pourquoi pas essayer. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, essayer. Et moi c'est ce que je dis toujours aux patients et même à mes amis dans le sport en fait, c'est d'essayer les choses. Cette personne l'a fait en 1 an, essaye en 1 an et vois ce qui se passe. Et puis tu as parlé du chemin parcouru, ça c'est important parce qu'au bout d'1 an peut-être que l'objectif il va évoluer. Moi là-dessus je pense que ça a quand même plus d'impact positif que négatif. En tout cas je pense que ça met moins de pression que d'autres choses qu'on a sur les réseaux en tout cas. Encore une fois, je pense qu'il y a une éducation à faire sur les réseaux sociaux. Vraiment, tu vois, de se dire... Et puis, je pense que c'est de l'humain en général, tu vois, juste être content pour les gens et pas que les victoires des autres nous dévalorisent. Et en fait, je pense que la société irait beaucoup mieux juste si t'avais ce truc de « Ah, c'est cool, peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais pas y arriver ». J'ai l'impression que maintenant, on le sait beaucoup plus que les réseaux ne disent pas tout, on sait pas par quoi la personne est passée. Donc, trop cool qu'elle en soit arrivée, trop cool qu'elle ait envie de le montrer. Comme tu disais tout à l'heure, Noémie, trop cool qu'il y ait eu un like, trop cool que, tu vois, que ça fonctionne, que pour la personne ça fonctionne. Pour moi, peut-être que ça m'inspire à faire ça ou autre chose, tu vois, je me dirais, peut-être que moi je pourrais faire autrement, tu vois. Donc je pense qu'au-delà de ça, c'est juste se réjouir du bonheur des autres et se dire, trop cool pour la personne. J'ai quand même une nuance là-dessus, parce que moi, les personnes qui viennent dans le cadre de... Moi, ils viennent, pour la prépa mentale, c'est différent, mais pour ceux qui viennent pour la psycho, c'est vrai que c'est parce que eux, ça leur apporte généralement que du mauvais, en fait. Mais après... mais dans ta vie, toi, d'humain, tous les jours, de pas pro, je veux dire de pas psy. Moi, ça me pose aucun problème, mais parce que je suis qui je suis et surtout que moi, j'ai commencé, pour la muscu, je l'ai commencé il y a 11 ans. Je crois que c'était ça venait à peine d'arriver sur les réseaux sociaux dans mes souvenirs, en tout cas en France. Et là, c'était totalement différent. Il y avait 4-5 peut-être influenceurs sur YouTube, même pas Insta. Et donc c'était différent, il n'y avait pas tous ces histoires d'algorithmes aussi. J'ai pas le souvenir d'avoir été matraqué par des physiques à cette époque-là en tout cas. Donc je pense que moi j'ai grandi à l'époque où c'était plus facile peut-être de gérer ça et qu'aujourd'hui ils se prennent tellement de choses en pleine figure que c'est l'éducation. Ouais. Non mais en fait t'en reviens toujours à ça. Donc j'ai l'impression que le gros conseil c'est quand même trouver un équilibre tout simplement en fait dans sa relation sport, aux réseaux sociaux, avec soi-même. Comment voyez-vous l'évolution de la pratique du sport dans les années à venir avec cet essor des réseaux sociaux? Et alors moi j'espère qu'il y aura une éducation aux réseaux sociaux, vraiment, parce que je pense que ça peut apporter beaucoup de positifs et que faut juste se servir de ça. Je pense qu'il y a juste par exemple quand on voit des choses qui nous démotivent, hop on ne suit plus en fait. Et ça va nous tourner vers d'autres bulles où ça va être des contenus qui nous correspondent un petit peu plus. Et du coup, c'est vraiment ce truc de créer un réseau social qui nous va, créer l'algorithme qui nous va pour avoir des trucs quand je l'ouvre, ok ça me motive. Et puis surtout avoir ce truc de je suis contente que les autres réussissent et que ce soit pas quelque chose de rabaissant. Conscientiser en fait sa pratique des réseaux sociaux également quoi, pas que la pratique du sport. Bien sûr. Non, moi je dirais aussi, ce qui est important pour les gens en fait, c'est d'être aussi plus alerte sur les signaux qui montrent que ça commence un petit peu à dérailler et que là, tout ce que j'avais comme vision avant est en train de prendre trop de place dans ma vie et que c'est en train de me bouffer. Et ces signaux-là, en fait, soit on est capable de les percevoir nous-mêmes, soit c'est grâce à l'entourage aussi. Et il faut vraiment être alerte à ce que l'entourage peut nous dire aussi là-dessus. Et les signaux, en fait, soit être capable d'apprendre soi-même les signaux d'alerte sur son corps, sur son mental aussi. Et encore une fois, pour les réseaux, c'est une question aussi de choisir bien spécifiquement ses objectifs, ce qu'on a envie de voir sur les réseaux aussi, parce que c'est aussi une malchance, mais une chance de pouvoir choisir plus ou moins ce qu'on veut grâce aux algorithmes. Il faut vraiment être capable de fixer d'abord ses objectifs et ses limites aussi, et après, forcément, les objectifs vont évoluer, les limites aussi, on peut les pousser un petit peu, mais le but c'est d'avoir un cadre quand même derrière, et de se dire, dès qu'on dépasse du cadre, attention, là c'est un signal d'alerte. On essaye de revenir à l'intérieur et puis on continue et puis tant qu'il n'y a pas de problématique, que ce soit mentale ou physique, on go. Et bien merci à vous d'être venus pour cette émission. Merci à toi. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On a bien vu que la relation au sport et au corps est de plus en plus influencée par les réseaux sociaux. D'un côté, ces plateformes permettent de rendre le sport plus accessible et de créer des communautés, mais de l'autre, elles alimentent des attentes irréalistes qui peuvent affecter la santé mentale et le plaisir de pratiquer. Ce qui ressort de cette émission, c'est qu'il faut trouver un équilibre dans notre pratique des réseaux sociaux et du sport. Il est possible de trouver une voie où performance et plaisir coexistent, mais cela demande de savoir comment déconnecter des pressions sociales et de retrouver une approche plus déconnectée du sport. Alors peut-être que la véritable question n'est pas de savoir comment se conformer aux normes de beauté et de performance, mais comment pratiquer de manière saine pour soi et non pour les autres.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de sujets en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap. Microcanap est aussi présent sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort toutes les 2 semaines le jeudi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!